On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Très heureux, au fond des filets, d'avoir celui que j'ai croisé quelques fois à la fin de l'année dernière et que j'ai, pour nous seuls, pendant une heure, peut-être un petit peu plus. Zoran Basson, comment ça va? Ça va bien, merci vous. Zoran Basson, ça va bien. Là, si tu parles aux auditeurs, c'est correct, non, mais si vrai. tu me parles à moi, commence pas à me vous voyez de grâce. Non, c'était plus, parce que je voulais parler de tout le monde ici. Là, on inclut tout le monde. Moi puis Jacob, ouais. c'est les deux, c'est les deux qui font le vous. Ça fait encore un peu bizarre pour moi de dire Zoran Basson de Sporting Kansas City. Ça fait encore bizarre un peu pour toi aussi ou t'es un vrai gars du Kansas là? Non, franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis quand même bien adapté là-bas, tu vois. Ouais. Donc, non, ça sonne vraiment familier pour moi aujourd'hui, ouais. Est-ce que, tu sais, t'as joué à Montréal, évidemment, on va y revenir. T'es à Kansas City depuis la saison dernière, t'as fait la saison 2024, t'as été reconduit pour 2025. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je comprends que Kansas City, Montréal, c'est pas la même ville, mais culturellement, jouer dans le même circuit, la MLS, mais pour une équipe américaine, à quel point c'est différent? Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui change. Bon, Montréal aussi, c'est un club qui est un peu particulier parce que c'est le seul club qui est francophone aussi de toute la ligue. Donc, je pense que ça lui donne une petite particularité. Un cachet. Exactement. Mais non, je veux dire, le fait de jouer à Kansas, je suis content d'être là-bas, premièrement. Ensuite, je pense que les Américains aussi, ils aiment tout faire les choses en grand. Je veux dire, nous, Kansas City, on est gâtés aussi par leurs infrastructures et tout ça. Je veux dire, la première fois que je suis allé au centre, c'était incroyable. C'est quoi le centre d'entraînement? Parce que le stade était révolutionnaire. Tu sais, ça fait combien de temps que ce stade-là existe? Une dizaine d'années? Quelque chose comme ça? Un truc comme ça, là, ouais. Mais tu sais, c'était compact, c'était bien fait, l'expérience des gens. Si je me trompe pas, il y a des gens qui peuvent être au restaurant puis voir les joueurs passer dans le tunnel quand vous arrivez sur le terrain. Ouais. Puis ça, c'était vraiment révolutionnaire. J'ai jamais vraiment entendu parler du centre d'entraînement. Ça ressemble à quoi? Si je dois résumer en un mot, incroyable. Ah ouais? Je pense que, pour être honnête, tu sais, les top clubs de Première Ligue, allez, je pense qu'on n'a vraiment rien à leur envier. Hein. Wow. C'est-à-dire que tu rentres, je veux dire, ton scan avec ton visage et tout ça, la cafétéria, elle est incroyable. Obligé de mettre ton pouce, là. On a passé ça, là. C'est ta face. Il y a les deux, tu vois. Il y a le pouce, il y a la face, il y a vraiment tout, tu vois. Puis déjà, tu rentres, je veux dire, il y a un grand accueil, là. Et puis ensuite, tu tournes à droite pour aller, toi, dans ton vestiaire. Pas dans ton vestiaire, mais en tout cas, dans la salle d'abord de dîner. Justement, c'est la cafétéria. Puis elle est énorme. Tu vois, elle est énorme. Il y a beaucoup de place juste à droite encore. Il y a les tables de ping-pong, il y a les tables de billard, il y a les PlayStation, il y a les salles pour faire les siestes aussi. Il y a les salles pour faire les conférences, les team meetings et des trucs comme ça. Il y a même une chaise de barber, juste pour te donner une idée. Tu vois, une chaise de barber. Le barber vient tous les mercredis. Pas vrai? Ouais, il nous coupe tous les mercredis, ouais. Donc, franchement, c'est génial, tu vois. Tu descends, puis il y a ton vestiaire. Le vestiaire, il est grand, il est chaleureux. Voilà, il est bien organisé. Franchement, le centre, la salle de gym, je vais même pas en parler. Je sais pas, il y a des gens qui ont un peu vu mes stories sur Instagram et tout ça. C'est énorme. Il y a même un petit court de basket. Il y a une piscine intérieure. Il y a la piscine extérieure. Le gym, il est immense. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est le gros jeu, ça, quand même. C'était qui le barber à Montréal? Le barber? Bon, moi, j'avais des barbers différents. J'ai mon gars Ilyes, shout-out Ilyes de Longueuil, tu vois. J'ai mon gars Ali aussi. Mais ouais, c'était Ilyes surtout là que je vois à Longueuil, ouais. C'est quoi qui est... Combien de temps tu passes au centre? Parce que tout le monde, en fonction de leur situation familiale, il y en a qui vont rentrer rapidement. Il y en a qui, parce qu'ils ont une famille, au contraire, ils vont rester là le plus longtemps possible parce qu'ils veulent pas retourner à la maison. Toi, tu passes combien de temps, là, au-delà de la séance d'entraînement, par exemple? En général, je vais toujours quitter les lieux environ vers 14h30, 15h. Oh, quand même. Un truc comme ça, ouais. L'entraînement finit vers midi? L'entraînement, ouais, va toujours finir à peu près vers midi. J'essaie de prendre le temps, c'est-à-dire que
Moi, je suis un gars, je suis chill, tu vois, je prends vraiment mon temps. C'est-à-dire qu'après, si je dois aller dans la salle, parce qu'après, Toi, t'es le gars à qui il faut jamais je demande une entrevue après un match ou un entraînement parce que t'es celui qui va être en retard pendant 1 heure et demie, c'est ça? parce que voilà, on parle avec les gars, on mange, voilà, on prend vraiment le temps. Puis là, on prend le temps de t'as les gars des coms qui disent « Ah, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui s'est passé, mais au fond, c'est parce que tu prends ton temps après l'entraînement. » Exactement. C'est-à-dire que même, genre, quand on va dans le gym, c'est autonome. C'est-à-dire qu'on a un programme, mais genre, on nous rush pas à le faire, ok, vous devez finir après 1 heure ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, je vais dans le gym, je fais mes trucs tranquillement, tout ça. Après, je vais dans le bain froid, je vais dans le bain chaud. Puis voilà, encore une fois, je prends le temps, je suis à la cafétéria. Je suis pas pressé de rentrer. C'est-à-dire que il n'y a rien qui m'attend. En soit, là-bas, je vis là-bas solo. Donc, même si justement, je peux faire traîner le temps un petit peu plus, ben moi, ça me fait plaisir de temps en temps, tu vois, justement. Pas envie de rester à la maison et ne rien faire. Donc, voilà, je prends le temps de bien faire les choses au centre, on va dire. T'as 25 ans, il n'y a pas de presse pour la famille, mais en même temps, tu t'es promené un peu dans les dernières années. Tu as été à Montréal pendant 2 ans, tu es allé faire 2 piges, on va les appeler comme ça, en Roumanie. Tu es revenu par la suite en MLS. Est-ce que ça commence à nous occuper la tête un peu? Tu sais, rencontrer quelqu'un, savoir si tu peux rester au-delà d'1 an ou 2 puis avoir un contrat à plus long terme. À quel point ça te préoccupe ou non? Oh, c'est préoccupant, ça c'est sûr. Au début, le fait, tu vois, de quitter Montréal, par exemple, et d'aller justement en Roumanie, ça a été une étape difficile. Quand je suis allé là-bas, d'abord, j'avais signé un contrat de 2 ans dans le premier club avec lequel j'étais. Malheureusement, ensuite, j'ai été blessé pendant un petit moment. On a commencé à avoir de mauvais résultats. Le club est descendu en Division 2. Donc, j'ai dû encore, après à peine 6 mois, changer pour aller dans un autre club de Roumanie, celui qui avait fini champion. J'étais content d'aller là-bas de base parce que voilà, je me suis dit, c'est des opportunités de faire les qualifications pour la Champions League, l'Europa League et tout ça. Malheureusement, là-bas, c'était un bordel aussi. Je veux dire, la manière dont ça s'est terminé avec eux, c'est une folie, tu vois. C'est une folie, donc... Mais parle-en un peu, là, parce que je la connais un peu, cette histoire-là, pour t'avoir parlé. T'as été mis au rencard, on va le dire comme ça. Moi, c'est une des histoires, puis il y en a des histoires abracadabrantes, mais en termes d'insultes pour toutes les personnes incluses dans cette situation-là, j'ai de la misère à voir comment un club peut frapper un coup de circuit plus grand que ça. T'es envoyé parce que t'es en situation pour résilier ton contrat, si je me trompe pas. Exactement. C'est en négociation avec le club. On décide de t'envoyer t'entraîner avec, puis de manière générale, c'est la réserve qui suit cette phrase-là. Mais là, on t'envoie jouer avec les filles. Les filles t'accueillent comment? Moi, je vais être une fille de cette équipe-là. Je suis complètement insulté. Ouais, donc, tout d'abord, on m'envoie avec tous les groupes, tu vois. Tous les groupes. Les plus jeunes, c'était quoi? Je veux dire les U18, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, il y a des moments, j'ai dû aller chercher mes vêtements dans le vestiaire des U18. Déjà, c'est même pas le même équipement. Eux, leur équipement, il était comme vert. Nous, il était bleu. Donc, je dois aller chercher. Je m'entraîne, il y a des chaussettes différentes. J'ai pas de serviette pour me laver. Je dois me laver dans leur vestiaire parce qu'on m'a pas ouvert le vestiaire, tu vois. Ça, c'est un peu intentionnel. On t'envoie un message. Clairement, tu vois. C'est-à-dire que ils veulent te faire craquer, tu vois. Le but, c'est de te faire craquer. Si tu commets la moindre faute, ils peuvent ensuite terminer ton contrat. Exactement, puis ils vont dire que c'est toi le fautif, tu vois. En tout cas, c'est un paquet de trucs. Et puis, à un moment donné, je m'appelle, voilà, j'arrive à l'entraînement. Je savais même pas que je vais m'entraîner avec les filles, tu vois. C'est-à-dire que je suis là avec le préparateur physique et j'arrive, je me prépare, je vais sur le terrain, puis je vois, il y a que des filles sur le terrain, tu vois. Donc, je suis un peu surpris quand même. Je me demande ce qui se passe. Je me dis que peut-être que, voilà, les filles s'entraînent, moi, je vais faire un truc solo avec lui sur le côté. Physique. Et non, finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que les filles, elles font un genre de 8 contre 8. Et puis, il y a 4-5 filles qu'on met sur le côté parce que, voilà, bon, il y a le 8 contre 8, il y a des joueurs supplémentaires. Mais elles viennent avec moi, puis on fait un circuit supplémentaire, un circuit préférentiel ensemble, des passes, des gammes techniques, des têtes, et puis on fait des circuits comme ça, puis on bouge, puis... Là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose quand même. Tu vois, je me suis dit... Comme tu le dis, même pour elle, c'est... C'est comme si tu veux l'ultime punition pour un gars de l'équipe pro, envoie-le s'entraîner avec les filles. Quand j'y pense aujourd'hui, franchement, sur le moment, j'étais frustré, tu vois, c'est normal. Mais aujourd'hui, je peux qu'en rigoler, tu vois, donc... Puis il n'y avait pas une histoire de président aussi qui débarque dans le vestiaire pour vous menacer? C'était le président? Ça, c'était le président de l'équipe précédente. La première?
Ça, c'est quand je suis arrivé, dis-toi. Les Ça premiers donne le mots... goût d'aller jouer en Roumanie. Tu vois, franchement, les premiers mots que j'ai eu, moi, du président en arrivant là-bas, il rentre dans le vestiaire, on était 11e au classement, je pense, sur 16 équipes. Et il dit, les gars, vous pensez vraiment que je vais vous payer vos salaires alors que vous êtes à cette position du classement? Moi, j'entends ça, tu vois, je veux dire, c'est pas normal, tu vois. Et je regarde à droite, je regarde à gauche, les coéquipiers, ils sont normaux, tu vois, c'est comme s'ils ont Ils sont juste... habitués. C'est comme si c'est un discours de motivation, là, tu vois. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même les Français, les Portugais, là, avec qui... Eux aussi, ça fait maintenant 6 mois qu'ils sont là-bas, ou ça fait C'était même pas la 1 première an. fois. Eux, non, ils entendent ça, eux, c'est régulier maintenant pour eux, tu vois. Moi, c'est encore très choquant, tu comprends? Là, je me suis dit, waouh, où est-ce que j'ai mis les pieds, là, tu vois? On a entendu des histoires comme ça, tu vois, mais quand tu les vis, c'est vraiment... c'est tout autre chose, ouais. Puis ça se passe en anglais, tout ça? Tout ça, ben, le président, il parle roumain. Et puis, il y a son traducteur à côté. Hey, la belle job, lui. Ben oui, lui, il est traducteur. Puis, en fait, c'est vraiment marrant. Il dit vraiment mot pour mot ce qu'il dit, tu vois. Donc, franchement, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Après avoir vécu ça, pour revenir à ce que je te demandais sur la famille, t'installer, t'enraciner, le monde du sport professionnel reste toujours précaire. Là, est-ce que c'est le gros objectif pour la saison 2025, c'est d'être capable de te poser les pieds, que ce soit, je l'espère pour toi, à Kansas City si ça se passe bien, mais peut-être dans un autre club qui veut t'amener pour faire partie d'un projet. Je présume qu'à la mi-vingtaine, c'est ça le gros objectif? Ouais, c'est sûr. Moi, personnellement, voilà, je suis quand même assez content de ce que j'ai pu délivrer en 2024 avec Kansas City. Je suis vraiment content de la manière dont les choses se sont passées. Je pense avoir développé une certaine affinité avec beaucoup de joueurs, avec le staff, même avec les fans, tu vois. Donc, encore une fois, je suis vraiment content d'être là-bas. Et j'espère continuer sur cette lancée pour 2025. Le but, c'est de répéter ce que j'ai pu faire cette année, même encore mieux, de jouer encore plus, d'être encore plus performant, d'enchaîner les matchs. Voilà, le but, c'est vraiment de reproduire une très belle saison. Je ne suis pas encore focus sur ce qu'il y a ailleurs. Pour moi, le plus important, c'est de tout donner avec Kansas City parce que j'estime aussi qu'ils m'ont donné beaucoup. Et puis ensuite, on verra. C'est-à-dire que s'il y a des opportunités, s'il y a des possibilités d'aller ailleurs, ben on verra. Ça, on en discutera en temps et lieu et on fera en sorte de prendre les meilleures décisions possibles. Tu es parti jeune, certains diraient très jeune, pas mal certain que ta mère me dirait très jeune. 14-15 ans, tu es parti en Belgique. Tout ça pour revenir ici en MLS, repartir vers la Roumanie, revenir en MLS. Où est-ce que tu te sens le plus confortable, le plus à ta place? Tu pouvais claquer des doigts puis dire, ouais, bref, es-tu plus européen ou américain? Ouf, c'est une très bonne question, ça, franchement, tu vois. Ben, allez, c'est-à-dire le fait d'avoir un background un peu diversifié, c'est-à-dire que d'un père camerounais, ma mère qui est belge, moi je suis né au Canada, c'est-à-dire que j'ai toujours l'habitude de m'habituer à toutes les cultures, tu vois. Même quand, par exemple, je traîne avec mes amis qui sont d'origine africaine, de pays différents, que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Nigérians, tout ça, franchement, j'ai toujours tous les groupes dans lesquels je peux me situer, j'ai toujours un sentiment d'appartenance. Ouais, exactement. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai l'impression que juste vivre, j'appartiens plus à une culture nord-américaine. Ah oui? Ouais, moi, personnellement, quand je suis à Kansas City, par exemple, je suis vraiment très confortable. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi aussi à Montréal et voilà, j'ai été habitué à certains trucs. Moi, je sais que je suis confortable. Je suis très confortable aussi en Europe. Hein. J'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en France, en Roumanie aussi, tu vois. Franchement, je m'adapte toujours super bien. J'adore être là-bas, j'adore visiter, j'adore voir différents trucs. Mais je pense que la culture qui me correspond le plus, en tout cas, juste pour y vivre, je pense que ça reste la culture nord-américaine. Ouais. De l'extérieur, tout le monde a beaucoup suivi la politique, évidemment. C'était une année d'élection l'an dernier. Trump, est-ce que ça se sent au quotidien? Parce que ici, au nord de la frontière, tu regardes les nouvelles, tu regardes les analyses, tu as l'impression que le pays est à feu et à sang, tout le monde est en train de s'arracher la tête, puis tu as les fans de Trump d'un côté, les autres de l'autre, personne ne se parle, ou au contraire, tout le monde s'en veut. Est-ce que ça se sent au quotidien ou c'est... Je veux pas dire une invention, une fabrication, mais c'est qu'on focus peut-être beaucoup là-dessus. Ben, tu peux le ressentir un peu quand tu te balades dans la ville, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui sont pro-Trump, d'autres qui sont contre Trump complètement, tu vois. Tu le ressens un peu, il y a quand même certaines tensions, tu vois. Tu peux le voir aussi à travers les médias qu'il
qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui n'ont pas peur de partager leurs opinions politiques à ce niveau-là. Moi, en tout cas, à mon niveau, je veux dire, dans le vestiaire, on n'en parle pas trop. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. C'est pas vraiment leur premier tracas, tu vois. Donc, Est-ce qu'on vous dit de ne pas en parler? Non. Est-ce qu'en MLS, depuis quelques années, parce qu'une fois que Trump a été élu, là, il y a eu la danse, il y a Christian Pulisic qui l'a fait, il y a des joueurs de football aussi. La MLS a toujours voulu être un peu avant-gardiste dans l'ouverture, tout ça. On vous donne pas de consigne de « Hey les gars, essayez de garder ces conversations-là pour la maison. » Ouais, non, franchement, ben, je veux dire dans le vestiaire, c'est-à-dire que voilà, beaucoup de gens en parlent. Mhm. Beaucoup de gens en parlent, c'est-à-dire que bon, on en parle pour le plaisir et tout, mais en tout cas, au niveau des médias, malheureusement, on n'a pas été interviewé là-dessus, on nous a pas demandé nos opinions là-dessus, donc donc on a été un peu épargné de toute cette situation-là. Encore une fois, bon, nous, on est chill, tu vois, on est chill, je veux dire, les gars, c'est pas leur premier souci, tu vois. Eux, le plus important pour eux, c'est de jouer au foot et d'avoir leur contrat et c'est tout, tu vois. Ben justement, c'est un mot qui revient beaucoup puis qui te caractérise. On a besoin de passer 5 minutes avec toi pour savoir que tu es quelqu'un qui est assez chill. On n'est pas obligé de t'attendre pour une entrevue après un entraînement. À part essayer de négocier une résiliation de contrat, qu'est-ce qui te fait péter une coche? Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui me met de mauvaise humeur? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Ouf, franchement, je suis pas beaucoup de mauvaise humeur. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, je suis assez chill. Je vais dire encore une fois, ouais, je suis assez chill comme gars, tu vois, je suis pas trop de mauvaise humeur. Bien évidemment, après, on est tous des humains, tu vois, on a tous des moments où, voilà, on peut craquer. Quand j'étais en Roumanie, il y a des moments, j'allais craquer, tu vois, j'allais devenir fou, tu comprends? Et après, c'est pas facile de vivre ce genre de situation. Mais voilà, je veux dire, à la fin de la journée, je pense que je reste quand même assez calme malgré toutes les situations. J'essaie d'en discuter avec ma famille, avec mes proches, mes agents, tout ça, tu vois. Puis voilà, tu vois. Je sais que quand j'étais à Kansas, par exemple, si je dois parler d'un moment où justement, j'ai pas pété une coche, je suis toujours resté assez calme, mais où voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui me tracasse, qui me dérange. Ben, quand par exemple, je sais que un des latéraux gauche qui est revenu sur le terrain, donc là, je sais qu'on va être 3 au poste, qu'on me met un peu sur le côté, tu vois, donc on essaie de me trouver des postes différents, donc là... Mais tu le sens, là. Tu sens que tu commences à être marginalisé un peu. Ouais, exactement, parce que je veux dire, il y a un moment où on alternait, moi et mon autre coéquipier, je veux dire, ben voilà, tu vois, une fois c'est moi, une fois c'est lui, une fois... Et puis à un moment donné, comme lui il revient, ben alors voilà, on essaie de faire en sorte de... Tu sais, parce qu'on veut pas te mettre sur le côté, tu vois, donc on te trouve des positions différentes, puis jouer au milieu, ben ça me frustre. Je suis content d'être au milieu, mais en même temps, je suis frustré parce que ça veut dire que, d'une certaine façon, peut-être que s'il y a un match maintenant, ben alors moi, je vais être le dernier à aller sur le terrain, tu vois, c'est une possibilité, tu vois. Donc je suis frustré. À ton poste, mais au final, ça a été le plus beau cadeau qu'ils ont pu te faire l'année passée. Ouais, exactement, tu vois. C'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu m'offrir. Parce que on te met là à l'entraînement, puis t'es bon. Puis je suis bon. Puis en plus, ce match, cet entraînement-là, la semaine d'entraînement, c'est une semaine où c'est une trêve internationale. Donc, on fait des matchs entre nous. Là, justement, on a fait un inter-squad. Et ce inter-squad-là, c'est là que j'ai été... Je pense que j'ai été le plus performant sur le terrain, ce match-là, tu vois. Ce inter-squad. Et justement, ça m'a valu la titularisation. Le match d'après contre Orlando. Puis après, j'ai pu quitter le milieu, tu vois. Donc, on part d'une situation dans laquelle je suis frustré. Aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde, tu vois. T'en as croisé des joueurs. T'as joué combien de fois? 2 fois pour l'équipe belge chez les jeunes? Est-ce que j'ai joué... Je pense que j'ai fait 3 sélections, je crois. Ah ouais? 3 sélections, ouais. T'as croisé des bons joueurs en MLS. Tu t'es entraîné combien de temps à Lille? T'as jamais été sous contrat officiellement, hein? C'était avant tes 18 ans, ça? Mais en fait, bon, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'avais signé un contrat, ce qu'ils appellent les contrats stagiaires, tu vois. Je devais signer mon contrat pro, mais avec la FIFA et des trucs comme ça, je pouvais pas. Je veux dire, c'était pas autorisé par la FIFA. Donc finalement, j'ai décidé de garder mon contrat stagiaire pendant les... J'avais combien de temps que j'ai signé? J'ai signé 3 ans, je crois. Et voilà, je veux dire, j'avais mon contrat pro, entre guillemets, mais je m'entraînais pas avec l'équipe première. Je me suis entraîné plusieurs fois, mais j'étais pas un gars de l'effectif pro. Ouais. Donc, t'en as croisé des joueurs talentueux, que ce soit dans un de tes groupes ou un adversaire. Le joueur le plus impressionnant que t'as croisé, c'est qui? Ouh! Croisé quand même quelques joueurs, en effet, c'est-à-dire que... Raphaël Leao, il est quand même impressionnant, tu vois. Lui, j'ai joué contre lui, justement, avec l'équipe nationale de Belgique. J'avais été sur le banc, ce match-là. Il était aussi à Lille,
quand j'étais là-bas. Moi, j'étais en équipe réserve, lui était déjà en équipe première. Ouais. Quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que ses enjambées, moi, je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est-à-dire que quand il court, il va tellement vite, on dirait qu'il court pas, tu vois. Donc, lui fait partie des joueurs très, très, très talentueux que j'ai croisés. Nicolas Pepe à Lille aussi, qui était très, très bon. Qui d'autre? Ben, après, on a croisé des gars MLS, tu vois, les Messi, tout ça, tu vois. Ça, c'est quelque chose. T'as joué contre lui? Moi, ce match-là, moi aussi, j'étais sur le banc, tu vois. Okay. J'étais sur le banc. Mais là, ça s'en vient. Là, vous les affrontez back-to-back en Champions Cup. Exactement, ouais. Là, si la tendance se maintient, c'est toi qui es en charge de le couvrir? On va essayer. On va faire tout le possible pour le couvrir, ouais. Même s'il faut se mettre les Argentins à dos. Comment tu le vis, ce moment-là? Ça a été joué à Arrowhead, le match. Vous n'avez pas joué dans votre stade à vous qui s'appelle comment maintenant? Children's Mercy Park? Ou... Exact. J'avais la discussion à la fin de l'année dernière avec des collègues à RDS. Il y a votre stade qui me rentre jamais dans la tête, Children's Mercy Park. C'est probablement parce que ça doit être un hôpital, ça? Exactement, ouais. De l'endroit. Il y a le stade au LA Galaxy qui me rentre pas dans la tête, puis il y a Colorado. C'est Dick's Sporting Goods Park. C'est un exercice d'addiction catastrophique. Puis c'est Dignity Health Sports Park, je pense, le LA Galaxy. Bref, tout ça pour dire, vous l'avez joué à Arrowhead, pas mal plus facile à dire. L'énergie qu'il y avait autour de ce match-là, que ce soit en ville, que ce soit toi peut-être, bon, tu l'as vécu du banc, mais ça ressemblait à quoi? Elle était particulière, l'énergie, parce que c'est-à-dire que, bon, tu joues à la maison, tu joues contre Messi, mais là, la moitié, si pas le 3/4 des fans qui sont là, ils sont pas là pour toi. Ils sont là pour Messi, tu vois. C'est-à-dire que nous, quand on est rentré sur le terrain, bon, les gens, ils ont applaudi, ils sont tous contents, mais quand Messi est rentré sur le terrain, là, c'était wow, surtout dans un stade qui est quoi, 3 fois plus gros que le vôtre? Ouais, exactement. Ça veut dire que c'était à peu près à 80 000, presque. Ton ratio de détenteurs de billets de saison, c'est pas du tout la même chose. Non, là. non. Donc, c'est... Mais franchement, ça reste une belle ambiance. C'est-à-dire que tu es content, tu vois, d'avoir cette opportunité de jouer dans un stade aussi gros et aussi contre un joueur de ce calibre-là, tu vois. Mais c'était... ça reste relativement une très belle ambiance. Tu sens quand même que les gens votent pour nous, mais à la fois, ils sont là pour supporter Messi, tu vois. Donc, on marque, le stade, il crie. Mais quand Messi marque, ben, le stade il crie aussi, tu vois. Ce qu'il voudrait, dans le fond, c'est que Messi marque 2 buts puis que vous gagnez 3-2. Exact. Mais c'est l'opposé qui s'est passé. On a perdu 3-2. Puis Messi, il a mis une passe de but, il a marqué un but, puis en tout cas, ouais, c'est ça. Est-ce que, tu sais, t'es un gars qui fait pas juste jouer, tu vis le foot, t'as pas besoin de découvrir un Lionel Messi, mais en même temps, quand tu le vois sur le terrain, puis que dans ta tête, tu pourrais être mis à contribution pour le contrer, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même surpris? Ouais, je veux dire, bon, nous, on a vu Messi à la fin de sa carrière, donc c'est sûr qu'il n'a pas exactement le même rendement qu'il avait autrefois, mais c'est ça qui est quand même surprenant, malgré qu'il soit plus âgé, qu'il soit un peu plus lent, il a toujours une expérience de fou, et il est capable de te changer un match sur un instant, tu vois, 1 seconde. Je me rappelle, j'étais sur le banc avec un ami, je parlais avec mon ami Robert Castellano, je disais, aujourd'hui, Messi, ça va, il fait rien, tu vois, on va réussir à le contrer. 10 minutes plus tard. Même pas 10 minutes, 20 secondes plus tard, il était à l'arrêt, le ballon est venu chez lui, il lève la tête, passe dans la profondeur, but. Il dit, oh my God. Il fallait vraiment que je le dise pour que ça arrive, tu vois. Tu dis, waouh, ça c'est vraiment que tu arrives à sentir la différence entre un joueur de haut niveau et de très haut niveau, tu vois. Le gars court pas, il analyse tout, puis à un moment donné, BAM! C'est rapide, tu vois. Et là, tu dis, ok, c'est là que tu commences à comprendre que, ouais, c'est qui Lionel Messi vraiment, là, tu vois. Puis c'est là que tu commences à comprendre c'est quoi un jinx aussi. La prochaine fois, tu peux juste te taire. Ça... Non, je dis plus rien, ça c'est sûr et certain, ouais. Peter Vermees, c'est un monument de la MLS. C'est un monument de Kansas City, évidemment. Ça doit faire pas loin d'une 15aine d'années qu'il est là. Non, c'est la 19e saison là, qu'il a abordé, là. Ouais. Wow. C'est comment opérer sous sa présence. Puis je te parle pas juste du coach, là, ça semble être le gars qui a presque les clés de la maison. Est-ce que c'est intimidant? Je ne veux pas dire intimidant quand même, parce que bon, il est quand même... c'est un chic type, tu vois, c'est un homme qui te fait sentir à la maison. Moi, dès le début, en tout cas, voilà, il a cette allure sévère. Il est très demandant, justement, il est exigeant vers les joueurs vers qui il accorde une certaine confiance, tu vois. Dès le début, franchement, il m'a montré que, voilà, il comptait sur moi. Et voilà, je veux dire,
je suis content aujourd'hui de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui a voilà, une certaine envergure. En tout cas, il a un nom aujourd'hui dans la MLS. Et franchement, aujourd'hui, je suis content de pouvoir travailler avec un gars comme lui. Ouais. Tes 2 années à Montréal, l'évaluation que tu en fais, c'est quoi? Parce que c'était les 2 années de Wilfried. Une saison record en 2022 où tu as moins joué. Tu as joué une dizaine de matchs, si je ne me trompe pas. 2021, tu arrives. OK, cool, mais la moitié de l'année, vous êtes encore en Floride. Vous revenez mi-juillet, donc c'est pas vraiment une saison. C'est la pandémie là, à ce moment-là. Quel inventaire tu fais de ces 2 années-là? Bon, perso, moi, en tout cas, ça s'est bien passé dans l'ensemble pour l'équipe. Ça, c'est le plus important, tu vois. L'équipe, en 2021, c'était une première saison pour moi, même pour Wilfried, pour beaucoup de gars, tu vois. Donc, on va dire une certaine saison d'adaptation. Ça n'a pas été assez équilibré d'une certaine façon parce que, voilà, on était à Miami, puis peut-être toujours sur la gauche, tu vois. Oui, puis on l'oublie, là, ça semble faire 10 ans de ça, mais c'est l'année où Thierry Henry s'en va quelques jours avant le camp d'entraînement aussi. Là, parce que toi, techniquement, tu signes pour Thierry Henry, puis finalement, c'est Wilfried Nancy. Je présume que tu n'es pas allé te plaindre au coach là, ou à la haute direction, mais ça restait quand même un chamboulement important. Ouais, exactement. Je veux dire, rien n'était réellement stable, je veux dire, cette année, tu vois. Il y avait tout qui n'était pas stable, c'est-à-dire que, voilà, changement d'entraîneur, notre stade de maison, c'était le stade de Miami. On a vécu à Miami pendant quoi? Près de 5-6 mois, tu comprends? Donc, c'est une année difficile, tu vois. Et je pense que quand même, on s'est bien débrouillé, tu vois. On a joué jusqu'au dernier match pour se qualifier pour les playoffs, tu vois. Personnellement, moi, cette saison, j'étais assez content, en tout cas de ce que j'ai pu montrer sur le terrain. Voilà, jouais défenseur central gauche dans un système de 3-5-2, des fois piston gauche. Une saison plutôt correcte. Je pense que j'avais fini avec à peu près 27, 28 matchs, je ne sais plus exactement. Et l'objectif pour 2022, c'était de reproduire ça, même encore mieux, tu vois. Et malheureusement, bon, pour moi, 2022, je veux dire, pour l'équipe, ça a été super. Ah ouais. On a fini 2e. Un paquet de records. Franchement, super, tu vois. Moi, perso, je suis pas content aujourd'hui de la saison que j'ai pu délivrer. Je suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont été déçus. J'ai été le premier déçu. Et franchement, aujourd'hui, ça fait un peu mal, tu vois. Ça fait un peu mal de pas avoir pu montrer ou délivrer ce que je suis réellement capable de faire, d'avoir pu décevoir certains Montréalais, tu vois, parce que c'est pas comment j'avais voulu quitter. Mais ça arrive, tu vois. Aujourd'hui, ça fait partie du sport. Je pense que c'est ce qui a aussi forgé mon caractère. Ça m'a permis aussi de vouloir me dépasser, de vouloir montrer que je suis capable de faire mieux. Et aujourd'hui, en tout cas, ça a payé. Mais voilà, si je pouvais recommencer aujourd'hui avec Montréal et faire quelque chose de mieux, j'aurais pas hésité à le faire, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Tu sais, c'est attribuable à quoi? Tu as quand même un recul là, qui est intéressant. Tu viens de connaître un autre club MLS. Tu as vécu l'aventure complètement folle de la Roumanie. Tu as été capable de décanter ça. Quelle part te revient à toi? Parce qu'après, il faut que le coach veuille te donner l'opportunité. Il y a la compétition, il y a les équipes qui sont en face. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Des choses que je ferais différemment? Ben déjà, ouais, je pense que je m'accorde. J'essaierai de mettre moins de pression. C'est-à-dire que le fait de revenir à Montréal, je sais que, bon, les gens, ils s'attendent à quelque chose. Les gens s'attendent à quelque chose de moi en tant que joueur formé à Montréal, qui est parti. Donc, quand tu reviens, il faut toujours montrer quelque chose. Donc, je voudrais me mettre moins de pression. Je pense aussi que j'aurais eu besoin d'un peu plus de maturité. C'est-à-dire que savoir faire la différence dans certaines situations, savoir quand dégager, être plus... Tu veux dire dans le jeu. Ouais, exactement. C'est-à-dire être plus... parce que ce que Wilfried vous demandait, là, c'était encore nouveau à Montréal. Là, c'était pour les défenseurs, c'était vraiment exigeant. Puis c'était par moments hit and miss. Ouais. C'était pas tout le monde qui était toujours sur la même longueur d'onde. Non, exactement. Donc, fallait vraiment s'adapter. C'est-à-dire que, bon, la première saison, voilà, j'ai quand même eu mes chances. Deuxième saison, malheureusement, j'ai pas eu énormément de chance. Et malheureusement, quand je les ai eus, je n'ai pas cassé la baraque, tu vois. Donc, ça a été un peu dommage, tu vois. Et après, justement, quand tu délivres une performance un peu moins bonne et qu'alors tu retournes sur le banc et que là, alors l'équipe performe, ben, d'une certaine façon, tu as l'impression que t'es... Ouais, ça spirale un peu. Là. Tu comprends? Donc, là, j'ai été laissé sur le côté complètement. Et voilà, tu vois, je veux dire, ça fait partie de la vie. Ça arrive. Si je regrette, non. S'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, bien sûr. Mais voilà,
aujourd'hui, je suis quand même content, voilà, d'avoir pu jouer avec un club comme celui de Montréal. Ouais. On regarde un gars comme Raheem Edwards qui est revenu l'an dernier, qui était là il y a quelques années. Reviendrais-tu? On se projette dans 4 ans, là. Question de ne pas partir de fausses rumeurs, là. Ouais, je sais pas. C'est-à-dire que, bon, ça dépend aussi où tu te situes dans ta carrière, tu vois. D'une façon, j'aurais envie de dire que oui, parce que je suis quand même attaché à la ville de Montréal. Et d'une autre manière, j'aurais envie de dire que non. Parce que bon, pas parce que j'ai quelque chose contre Montréal, j'ai pas la haine contre Montréal, c'est pas ça, hein, tu vois, mais le fait, par exemple, d'avoir vu les infrastructures et tout ça à Kansas City, c'est le jour et la nuit, tu vois. À ce point-là? Ouais, et même pas juste à mon niveau, c'est-à-dire la manière dont, par exemple, on s'est occupé de ma mère, de ma grand-mère. La prise en charge. Ben oui, c'est-à-dire pour tout, tu vois, c'est-à-dire que on fait en sorte que tout le monde soit bien servi, bien accueilli, tout ça, franchement, des trucs à Kansas City que j'ai pas vu ici à Montréal, tu vois. Donc, à ce niveau-là, je suis même rassuré, d'être là-bas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va être là pour t'aider, tu vois. Je veux rien dire contre l'organisation de Montréal. Non, mais c'est super intéressant, ça. Est-ce que, tu sais, là, tu commences à avoir des contacts, des gars, des coéquipiers ou des amis qui jouent ou qui ont joué dans d'autres marchés en MLS. Qu'est-ce qui est plus proche de la norme? Est-ce que Kansas City est plus proche du standard MLS de ce qui se fait à Portland, Austin? Tu sais, les LAFC, on va les mettre de côté. C'est probablement dans une autre galaxie, mais Kansas City, est-ce que c'est comme le standard normal pour les clubs américains? Je pense, déjà, tu vois, pour être honnête, je pense que Kansas City, déjà, encore une fois, tu vois, tout ce qui est infrastructure et tout, je pense qu'on n'a rien à envier même au LA et tout ça, tu vois. Ça fait partie quand même je dirais facilement, ça a été, je sais plus, il y avait eu un sondage ou quelque chose, là, mais en tout cas, top 5 MLS facile, tu vois. Mais tu peux avoir une famille complètement dysfonctionnelle qui habite dans un château aussi. Ça ne veut pas dire que les gens se comportent bien dans tes infrastructures. Là, tu sembles me dire que tu as les deux à Kansas City. Exact. Franchement, dans le Midwest, on dit que c'est ça la mentalité là-bas. Moi, quand je suis arrivé à Kansas, tout le monde a été super accueillant, hein, que ça soit même dans le club ou dans la ville, tout, tu vois. Je me suis déjà senti super bien parce que moi, je me suis demandé, est-ce que les gens, ils fake un peu, là? Parce que les gens étaient juste trop gentils. Je trouvais ça quand même assez bizarre, tu vois. Donc, pour moi, c'était pas la norme à ce niveau-là, tu vois. Puis ensuite, comme tu m'as demandé, je parle avec mes coéquipiers, tu vois, des Rudy qui, par exemple, sont à Columbus, James qui aujourd'hui joue à Portland et tout. Et tous me disent que c'est le jour et la nuit, tu comprends? Je veux dire, les infrastructures, encore une fois, la manière dont les entraînements sont mis en place, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui, lorsque je parle avec eux, ils me disent que, waouh, c'est quelque chose de différent, c'est un monde différent par rapport à ce qu'ils ont connu dans le passé, tu vois. Donc, je pense que d'une certaine façon, ouais, je pense que c'est un peu la norme, mais c'est ce qui devrait être fait, tu vois. Quand tu te projettes après, tu as la Coupe du Monde en 2026 qui s'en vient. Pour toi, ça a été in and out un peu en équipe nationale. Est-ce que tu y penses, ça, ou est-ce qu'au contraire, tu fais tout pour dire, regarde, ça va passer par un succès en club, puis après, s'il y a à bouger vers l'équipe nationale de nouveau, ça se fera. Tu te positionnes où par rapport à ça? C'est sûr, même si tu décides de le mettre sur le côté, c'est quand même un objectif, c'est quand même quelque chose qui finit toujours par revenir dans ton esprit un peu, tu vois. Et déjà, même moi, cette année, par exemple, quand j'arrive ici à Kansas City, le but, c'est de jouer des matchs. C'est de jouer des matchs, faire le plus de matchs possible. Puis d'être payé une fois de temps en temps. Exactement, tu vois, exactement, ouais. Mais même là, quand j'ai été reconvoqué, je savais que si je continuais à délivrer les performances comme celle-ci, je savais que tôt ou tard, ça allait arriver, tu vois. Je pensais pas que cette année, ça allait arriver, mais je pensais que l'année prochaine, sûr et certain, que j'allais au moins avoir une chance d'être reconvoqué, tu vois. Surtout sachant que Jesse Marsch, son objectif assumé, c'est de voir un maximum de joueurs avant de restreindre le groupe en vue de la Coupe du Monde de 2026. Ouais, exactement, tu vois. Donc, encore une fois, moi, cette année, quand je suis arrivé, c'était pas ça le but de retourner en équipe nationale. Et puis voilà, j'ai eu la chance de retourner, j'étais super content. Donc là, c'est comme s'il a réveillé un monstre. Allez, il a réveillé un animal en moi qui maintenant, il a envie, oui, j'ai envie de participer à ça. Mais je sais que pour le faire, ça passe par les performances en club. Donc, j'essaie encore de revenir avec mon tunnel vision et de me dire que voilà, si je suis performant en club, si tout se passe bien, allez, l'univers va faire en sorte que voilà, je dois revenir en équipe nationale et ça va être fait, tu vois.
Mais voilà, le plus important encore pour moi, c'est de jouer en club. Et puis on verra, tu vois. On verra. Tu dis que tu t'y attendais pas, mais concrètement, quand tu es convoqué par Jesse Marsh, est-ce que tu le savais un peu avant? Est-ce que tu le voyais venir ou ça arrive complètement du champ gauche? Complètement du champ gauche, d'une certaine façon, ouais. Puis tu l'apprends comment? C'est un texto? C'est un email? En fait, je l'ai appris tout d'abord de mes entraîneurs à Kansas, tu vois. C'est eux qui m'ont dit félicitations. Félicitations de quoi, tu vois? Félicitations, tu vois. Ils me l'ont dit 1 heure après. C'est ça qui est... Donc, ils me disent félicitations, puis 1 heure après seulement, ils me disent... Sans rien t'expliquer, toi, tu passes 1 heure sans savoir... Non. Eux pensent que tu le sais. Je sais même pas si eux savent que je le sais. Moi, je me dis, hein, félicitations de quoi, tu vois? Parce que je m'appelle, c'était à la cantine, ben, je veux dire à la cafétéria, tu vois. Ils me disent... Et donc, il est 8h30 quand ils me disent ça. Puis c'est sur le terrain, à 10h, qu'ils me disent, t'as été convoqué en équipe nationale, tu vois. Je dis, ah, ok. Et Peter, lui, il était super content, tu vois. Lui, c'était le premier à y croire et c'était le premier à croire en moi, tu vois. Donc, il me dit, tu vas aller là-bas, tu vas tout casser, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai appris. Et puis, 2-3 jours après, ben voilà, j'ai parlé un peu avec Jesse, le team manager. C'était-tu la première fois que tu lui parlais? Ouais, première fois que je lui parlais, voilà. Puis, il m'a envoyé un paquet de trucs, schéma tactique, dispositif, tout ce qu'il avait envie de le mode mettre d'emploi en place. de ce qu'il veut faire. Là. Exactement. Puis ensuite, je suis arrivé en équipe nationale. Puis là, on a eu un meeting d'à peu près 1h, 1h30. Tout ce qu'on avait vu en vidéo, ben là, on le revoyait en vidéo, mais là, maintenant, on en parlait de vive voix, tu vois. Il mettait vraiment l'accent sur tout ce qu'il avait envie de mettre en place, tu vois. Et voilà. De cette conversation-là, au-delà des détails tactiques, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? T'sais, y a-tu un moment, une phrase ou un sujet de discussion qui t'a particulièrement interpellé avec Jesse Marsh? Ben, je vais dire son intensité, tu vois. Il est super intense. J'ai rarement vu des entraîneurs qui mettent autant d'intensité à l'entraînement, tu vois. Surtout en équipe nationale, tu vois. J'exagère, tu vois, mais quand tu arrives en équipe nationale, en général, le vibe est un peu plus chill, tu vois ce que je veux dire. Non, lui, c'est pire. C'est pire qu'en club, tu vois, donc... Il n'est pas passé par la machine Red Bull pour rien. Non, exactement, tu vois, c'est vraiment Red Bull's mentality, tu vois. Donc, ça, je pense que ça m'a quand même marqué, tu vois. Donc, il veut toujours qu'on soit prêt à exercer un pressing dès que tu perds le ballon, tu vois. Donc, moi, c'est surtout ça, tu vois. Et sa mentalité de toujours aller de l'avant, de vouloir gagner, de pas des underdogs, là. Non. Nous, on est là pour montrer aux autres nations que voilà qui on est le Canada, là, puis on mérite d'être là où on est, tu vois. À quel point c'est un... Est-ce que c'est un clash ou une évolution de ce que John Herdman faisait? Je dirais, on va dire une évolution. Les deux, ils apportent quelque chose de différent, tu vois. Je pense que, puis c'est mon opinion, là, excuse-moi, je t'interromps, mais moi, je pense que Jesse Marsh aurait jamais pu... L'ordre n'aurait pas pu être inversé. Jesse Marsh n'aurait pas pu amener le Canada là où John l'a fait. Il y avait comme une conception à créer de « on a notre place dans ces grands tournois-là ». Puis lui, Jesse Marsh, c'est l'Américain qui prend tellement pour acquis que ta place est là qu'il n'aurait peut-être pas eu la patience pour faire ce que John faisait. Non, ça vraiment, c'est vrai que ça a beaucoup de sens ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que John, il a été très, très, très patient. C'est-à-dire qu'il a fait tous les programmes en équipe nationale. Il a eu les filles, il a eu les hommes. Et au début, voilà, ça prend du temps à mettre quelque chose en place. Voilà, mais on lui a fait confiance. Il a tranquillement pu démontrer que ce qu'il avait envie de mettre en place, c'était quelque chose de cohérent. Et puis après, voilà, tu as vu que... je pense que le plus important qu'il a fait, lui, c'est qu'il a vraiment créé une atmosphère dans le groupe, tu vois. Des gars qui ont envie de se battre pour le pays, des frères qui ont envie de se battre les uns pour les autres, tu vois. Et donc, lui, en fait, il a vraiment réussi à instaurer cette mentalité-là. Il a instauré quelque chose dans l'esprit des gars qui ont eu envie de vraiment tout donner pour le pays. Ensuite, tu arrives en Coupe du Monde, justement, avec lui. Après, malheureusement, la Coupe du Monde, c'est pas bien passé. Mais c'est quand même quelque chose d'historique, tu vois. Il a mis quelque chose et Jesse Marsh, lui, il est venu prendre le relais de quelque chose que John avait installé de super intéressant. Il a amené quelque chose de complètement différent, mais je pense que c'est un truc dont l'équipe avait besoin, tu vois. Un nouvel élan, tu vois. Un nouvel élan pour justement se dépasser. Je pense que même la manière dont lui, il a envie de jouer, la manière dont il a envie de mettre les choses en place, ça peut très bien correspondre aux futures compétitions auxquelles on va être amené à jouer, tu vois. Copa América, super résultat de l'équipe. Et en plus, dans une atmosphère dans laquelle c'est pas très équilibré, c'est très physique, là, ça tacle de partout, les arbitres sont pas justes. Et je pense qu'en tout cas, en Coupe du Monde, avec
voilà, un peu plus de justice, entre guillemets, je pense que ça peut donner quelque chose de très très bon. J'ai un certain coup de tête au visage d'Alistair Johnston là, qui me vient en tête juste comme ça. Ça, il aime ça, Jesse Martin. Le coup de tête ou le fait que... Coup de tête, là, Ouais. il montre que c'est un homme, là. Nous, on se laisse pas marcher sur les pieds, là. Nous, on voit ces joueurs-là de l'extérieur, on les voit sur le terrain ou à la télé. Toi, en équipe nationale, tu les as à peu près tous côtoyés à l'entraînement ou en match. Lequel t'impressionne toujours? Un qui m'impressionne en équipe nationale, il y en a quand même plusieurs qui sont quand même impressionnants. Jonathan David, c'est un très bon joueur, tu vois. Ce qui m'impressionne chez lui... Qu'est-ce qui fait qu'il est si bon que ça? Parce que tu regardes Jonathan David, physiquement, c'est un gars qui est un peu trapu, tu sais, qui a l'air un peu... C'est pas l'élégance même. En même temps, devant le but. Puis même, je pense que ça fait peut-être en sorte qu'on néglige sa contribution dans la construction du jeu. C'est un gars qui est capable de décrocher, qui est capable de se connecter à ses coéquipiers. Toi, t'es défenseur à la base. Qu'est-ce qui fait qu'il est à ce point là-bas? En fait, c'est un joueur qui est super intelligent. Je veux dire, il est toujours bien placé. Il a le sens du but, il a le flair. C'est quelqu'un aussi qui joue simple. Genre, malgré le fait qu'il soit une des têtes en équipe nationale, qui joue à Lille et qui, aujourd'hui, il a atteint la barre des 100 buts. Tu vois, c'est un joueur qui a quand même un très gros palmarès pour un si jeune âge déjà. Et il joue super simple, tu vois. C'est pas un gars qui va venir en équipe nationale, qui va montrer aux autres comment il faut faire les choses. Non, 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 il joue simple. Il reste dans son registre. Et aujourd'hui, ça paye. En tout cas, ça colle super bien avec le système mis en place, tu vois. Et franchement, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il soit toujours bien positionné et qu'il sache toujours quoi faire avec le ballon. Ça, c'est un des trucs qui m'impressionne chez lui. Quel autre joueur qui est un... Il y a beaucoup de bons joueurs. Alistair Johnston aussi, c'est un joueur qui m'impressionne aussi. Hein. J'ai joué avec lui pendant 2 ans. Écoute, rendu avec le brassard de capitaine à Celtic, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose, tu vois. Parce que quand tu le vois, c'est pas le joueur qui, quand tu le vois, par exemple, je sais pas, dans une conservation de balle, c'est pas le joueur, tu dis, waouh, il est trop fort, tu vois. Mais c'est quand tu vois ce qu'il fait à son poste, à l'année longue. Ouais. C'est rare de voir Alistair faire un mauvais match, tu vois. Il est toujours constant, tu vois. Il est toujours constant, il est super dur à dribbler, tu vois. Il a des qualités athlétiques hors normes. Et je pense que c'est ça qui fait de lui un joueur incroyable. Et puis il y a les stats aussi. Là. Je comprends que c'est Celtic en championnat écossais. Là. Il y a 2 championnats. Il y a Celtic Rangers, puis après ça, il y a tous les autres. Mais quand même, je regardais ses stats juste avant les fêtes. Je pense qu'il était rendu à 6 passes décisives, 5 buts. Un truc comme ça. OK, je comprends que c'est Celtic, mais ça ressemble au Alistair Johnston que tu as côtoyé avec Wilfred Nancy qui avait marqué quelque chose comme ça, un 5-6 buts. Des défenseurs latéraux qui marquent ça à Montréal. On n'a jamais vu ça. J'avais la conversation avec, je pense que c'est Patrice Bernier, Vandré Lefebvre. Johnston est pas loin de pouvoir jouer en Premier League. Non, je pense. Mais il a le niveau, ça c'est sûr et certain, tu vois. Il s'agit de trouver le club qui veut miser sur lui, mais... il a franchement le niveau et il a le caractère nécessaire aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un gars qui... il a l'esprit Premier League, là, tu vois. C'est un charreau, comme on dit, tu vois. C'est un gars, franchement, il a tout le coffre nécessaire pour aller mettre les pieds là-bas. Là. Ça te prenait combien de temps, toi? T'es relax. J'ai l'impression que vos énergies sont aux antipodes, toi et Alistair Johnston. Alistair n'est pas capable d'arrêter de parler, il n'est pas capable d'arrêter de bouger. Toi, t'es posé, relax. Combien de fois par semaine vous aviez collectivement, je ne veux pas te mettre ça dans ta cour à toi, là, mais collectivement à dire à Alistair, allez, arrête de parler 2 secondes. Par semaine, combien de fois? Moi, ça va, tu vois. Moi, j'aime bien les gens qui parlent, tu vois. Ah ouais? Moi, ça me dérange pas. Peut-être que les autres, peut-être que les autres, là, je sais qu'ils traînaient beaucoup avec des gars comme Al Miller, tu vois, et Joel Waterman et tout ça. Peut-être que eux, ouais, ils en avaient peut-être un peu plus marre de leur parler, là, tu vois. De lui parler, pardon. Mais t'étais là quand il a reçu son titre de défenseur de l'année. Puis tout le monde... Est-ce que... non. À Montréal? Ouais. C'était pas Rudy qui avait reçu? C'est quoi le titre? Oh, non, c'était peut-être la Grinta. Bref, tout le monde s'est mis à lui demander un speech au centre Nutrilait. Puis c'était peut-être dans le cadre d'autres choses. Puis c'était une blague, là. Tout le monde était en train de dire on veut pas que tu fasses un speech. Puis il n'a pas été capable de se retenir. Il a commencé, je voudrais remercier. C'était quasiment je veux remercier ma mère. Non, mais c'est vrai que lui, il est très bavard. Il s'exprime super bien aussi, tu vois. Donc,
En français et en anglais. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai j'oublie, hein, c'est vrai Ah qu'il ouais. parle français, ça c'est vrai. Hein. Mais ouais, il s'exprime super. Moi, j'aime bien l'entendre parler. Franchement, il est agréable, genre, il est agréable. Mais c'est vrai que lorsqu'il est parti, là, il peut ne pas s'arrêter, tu vois. Ah, Ouais. un gars super intelligent. Garantis que lui, dans les médias pour la suite, pas mal certain qu'il se trouverait de la job. Euh, quand quand tu fais l'inventaire, tu as joué dans des stades intéressants à MLS, tout ça. Si je te permets de choisir un match, un stade que tu peux aller voir n'importe où dans le monde, c'est quoi? Dans le monde, hein. Ouais. J'irais un stade sûrement au Maroc ou au Brésil, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Au Brésil, on sait les ambiances. Ah ouais. Et au Maroc aussi, hein, tu vois des ambiances, par exemple, Ah. quand tu vois le Wydad, tu vois, de Casablanca, tu vois. Mhm. Donc, c'est quelque chose, tu vois. Tu y vas avec un ou deux gardes du corps? Peut-être même 3, tu vois. Non, c'est quelque chose, tu vois. Je veux dire, il y a les matchs en Europe, bien évidemment, tu vois. C'est sûr qu'on va aller voir le Camp Nou, tout ça, mais moi, j'ai envie de voir quelque chose de différent. Peut-être quelque chose auquel on ne pense pas, en tout cas en premier lieu. Donc, justement, ces ambiances-là, quand tu le vois sur Internet, c'est un truc de malade, tu vois. C'est un truc de fou. Je te confirme que c'est pas la première chose à laquelle tu penses parce que j'ai posé cette question-là à bien des gens au fil des ans. T'es le premier à me sortir Maroc et Brésil. Fait que quoique le Maracana, peut-être qu'il y a quelques personnes qui l'a mis sur la liste. C'est particulier quand même parce que les athlètes professionnels, souvent, vous êtes sur un horaire qui fait en sorte que vous pouvez pas vivre ce que le fan peut se payer ou s'offrir comme voyage pendant que vous jouez. En as-tu vu beaucoup des matchs? Ou Des matchs, ouais, ben... Ouais, quand même, tu vois. Surtout quand j'étais en Europe, tu vois. puis t'allais voir des matchs dans d'autres villes parce que t'avais un peu de temps ou c'était le match du club où t'étais? Les deux, tu vois. C'est-à-dire que je pense à moi, par exemple, lorsque j'étais même à Anderlecht ou à Lille, j'allais voir en général la plupart des matchs qui se jouent au stade, à domicile. Et de par la proximité des villes, tu sais, écoute, t'es en Belgique, si je veux, je fais 30 minutes, je vais voir le match de Charleroi, je vais voir le match de Liège, je vais aller voir tous les matchs. Même quand je suis à Bruxelles, je fais 1 heure, je vais au match à Lille, je fais encore 1h30, je vais au match de Lens. Lens aussi, une super ambiance, je comprends. Donc, de par la proximité de toutes les villes de l'Europe, c'est chouette, tu vois. Tu fais souvent aussi, quand j'y pense, je suis allé voir mes amis qui jouent en Angleterre. J'ai mon ami Albert Sabilo Konga qui aujourd'hui joue à Séville. Il était à Arsenal à l'époque. On allait voir les matchs contre Manchester City là-bas. On allait voir les matchs aussi contre... quand il avait été prêté à Luton, tu vois. Donc, Oui, Séville, Luton Town, il y a un petit gap entre les deux quand même. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, justement, ça qui est chouette de pouvoir voir les... Malgré... c'est un petit stade. Écoute, on dirait... Comment tu montes dans le stade, là, t'as même pas l'impression que c'est un stade professionnel, tu vois. Mais malgré tout, les fans sont là et ils chantent et ils boivent leur bière et ils sont contents, tu vois. Donc, c'est là que tu vois que le foot, ça peut vraiment unir tout le monde. Tu t'en fous des conditions. T'es là vraiment pour l'ambiance, tu vois. Ouais, puis en Angleterre, il y a vraiment une culture de supporters qui est hallucinante. Là. Tu descends les divisions inférieures, là, 2, 3, des fois 4e division. T'as des clubs, pas de village, là, mais de quartiers dans le cas de Londres ou de petites villes. C'est fascinant. Le meilleur stade en MLS, c'est quoi? Sporting Kansas City. Ouais? Ouais. Ben, en tout cas, ça fait partie... Pour moi, ça fait partie quand même des meilleurs stades, ouais. Puis est-ce que tu disais ça avant d'y jouer? Avant d'y jouer, j'étais jamais allé. Ah non? Donc, j'étais encore jamais allé. Je veux dire, ils étaient venus à la maison quand je jouais à Montréal, mais nous, on n'était pas allés là-bas. Ouais, je te confirme qu'il était venu à la maison en 2022. C'est un... Ça a déclenché beaucoup de trucs. C'est une infâme rencontre pour ceux qui se demandent. Ça, c'est un match en juillet. Vous étiez une dizaine de jours plus tôt, premier au classement. C'est Espinosa qui marque, qui lobe de loin où vous perdez, puis il y a eu une discussion, on va l'appeler comme ça. Ouais, juste un échange, ouais. Entre Wilfried Nancy et Joey Saputo. Ouais. Étais-tu là, ça, ou t'étais pas rentré? Non, ben en fait, j'ai manqué le truc, tu vois. T'étais sur le terrain, encore? Non, ce match-là, je me rappelle, j'étais en tribune. Okay. J'étais avec Tommy Giraldo, je me rappelle, et on devait faire les autographes juste après, tu vois. Moi, je suis parti faire les autographes. Tommy, lui, il est resté dans le vestiaire parce que, bon, je sais pas pourquoi il est resté. Lui, il a tout vu, tu vois. Lui, il a vraiment tout vu. Et il est venu tout m'expliquer après. On devait faire les autographes. Donc, si j'étais resté avec lui dans le vestiaire... Il venait d'écrire un livre au lieu de te donner un autographe. Oh, exactement. Donc, lui, il a vraiment tout vu. Il m'a dit que c'était un échange chaleureux, tu vois.
Non, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Parce que ça a été un point de fracture, puis tu vas pas parler pour Wilfred Nancy ou pour le club, mais d'une perspective de joueur. Il y a des joueurs qui sont allés voir Gabriel, qui sont allés voir Olivier Renard par la suite. Wilfred, essentiellement, était parti à ce moment-là. Je ne sais pas si pour vous, c'était clair, mais il y a eu un 2-3 jours où Will n'était pas là. Puis je pense qu'au sens propre et figuré, Will était parti. Il y a des rencontres, des joueurs, la direction. Finalement, Will revient, vous terminez la saison. Puis ça s'avère un succès là, avec tous les records dont on a parlé tantôt. Vous les vivez comment, ces quelques jours-là? Tranquille, hein? La vérité, tranquille. C'est-à-dire que. Il nous avait parlé aussi, tu vois. Il nous avait dit que voilà, c'était possible. Wilfred? Ouais, en fait, il avait dit que voilà, il a dit tout le monde est au courant, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde était déjà au courant. Il a dit que peu importe ce qui se passe, les gars, moi, je suis content d'avoir pu travailler avec vous, tout ça. Je sais pas si je vais terminer l'année, je sais pas si. En tout cas, voilà. Et mais à ce moment-là, vous êtes conscient que ça se peut très bien que dans 2 jours, il y ait quelqu'un par intérim ou un nouveau coach? Ouais, mais en même temps, tu vois, je sais pas, on avait tous quand même la. On avait quand même la conviction qu'il allait quand même rester. C'était pas possible. Mm-hmm. T'es là, tu fais les meilleurs résultats du club, de l'histoire du club, et c'est pas possible qu'on décide de dégager. C'est impossible, tu vois. Non, mais lui aurait pu décider de s'en aller. Ouais. Je pense qu'il aurait pu. Et encore une fois, même nous, on s'est dit que si lui devait partir, on pense que c'est un gars intelligent, il est lucide et tout, il aurait quand même à la limite terminé l'année, tu vois. Mm-hmm. Au moins terminer ce qu'il a pu commencer, tu vois. Juste quand même laisser une certaine empreinte à Montréal. Donc, je pense, si je me rappelle bien de l'état d'esprit des gars, il n'y a aucun moment où on s'est dit, OK, on va pas terminer l'année avec Wilfried. C'était une possibilité, mais on pensait vraiment quand même qu'on allait terminer toute la saison avec lui, tu vois. Ça se classe où, ça, dans ton ranking des affaires folles que tu as vues dans ta carrière de joueur pro? Bon, ça peut quand même faire partie d'un... Tu le mets avec la Roumanie, là, un peu? Là, ouais, d'un bon petit top 5, peut-être, tu vois. Top 5? Peut-être top 5, ouais. Nomme-moi donc une autre affaire que tu as le droit de partager qui ferait ce top 5-là. Ouh! Une autre affaire, hein, comme je dis. T'as pas eu un coéquipier, toi, qui était plus sur un roster, mais il pensait qu'il était sur le roster? Tu vois, ça c'est mon ami Enzo. Enzo Célestine. Lui, c'est aussi une folie aussi qu'ils lui ont fait. Hein. C'est-à-dire que on a le droit de changer le roster au mois de janvier, tu vois. En Europe. En Europe, ouais. Exactement. Donc, il y a un certain roster de comme, on va dire, août à janvier. Et puis de janvier à mai, ben, c'est un autre roster que tu donnes à la ligue, tu vois. Et ce gars-là, en fait, Enzo, quand moi je suis arrivé, on l'avait enlevé du roster, justement, pour mettre des gars comme moi et certains autres pour qui faire de la étaient place. arrivés. Exactement. Mais on lui a jamais dit. On lui a jamais dit qu'il était out du roster, tu vois. Puis ça, on est quand, là? En janvier? Là, on est au mois de janvier. On est au mois de janvier. Lui, il y a toute une moitié de saison à faire, là. Exactement. Donc, lui, d'abord, on lui avait clairement dit qu'on avait envie de le tasser, que voilà, on essaie aussi de le faire craquer. Il s'entraînait plus avec nous. Il s'entraînait tout seul avec un autre coéquipier, voilà, parce qu'on voulait le dégager. Mais à un moment donné, quand ils ont compris que voilà, qu'il allait rester, donc on le réintègre dans nos séances. On lui dit tous les week-ends que voilà, t'inquiète, continue, tu vas jouer, t'inquiète pas, continue à montrer cette motivation. Même lorsqu'on fait des déplacements, il vient avec nous en déplacement sans même être dans le groupe. On l'oblige à être avec nous dans le bus, dans les hôtels. Puis là, lui, à ce moment-là, il se dit, hey, il s'agit d'une petite opportunité, d'un blessé, d'un virus qui court dans le groupe, puis je peux revenir. Donc, exactement. Mais la réalité, c'est que la COVID aurait pu ramasser le groupe au complet. Lui, il pouvait pas plus jouer. Il pouvait pas jouer, il n'était pas dans le roster. Comment il a découvert ça? Il passe combien de temps sans savoir qu'il n'est pas dans l'équipe? Pour être honnête avec toi, je sais plus exactement comment il a découvert, mais il l'a découvert au mois d'avril. Oh! Donc quand même 4 mois, tu vois. 4 mois après qu'il l'a découvert. C'est fou. Donc là, alors, imagine, toi, tu es un joueur, tu as tout donné, tu t'entraînes, et un jour, on te dit que, voilà, ben, tout ce que tu as fait, c'était de la chenoute, parce que tu n'allais jamais jouer dans tous les cas, tu vois. Donc lui, à partir de là, ben, tu l'as complètement perdu. Là, il vient aux entraînements, il a plus envie, tu vois. Ah non, mais c'est la trahison ultime, là. Il a plus envie. Donc, tu vois, à un moment donné, le gars, il commence à faire quoi? Ben, il décide voilà, en tout cas, il leur a dit clairement, à chaque fois qu'il disait qu'il devait se déplacer avec il dit que non, lui, il est malade, donc il reste à la maison, il va aller faire ça pourquoi, tu vois. Ils se sont moqués de lui, ben alors, ben, lui aussi, ben, d'une certaine façon, il a plus envie de rendre au club alors qu'eux, ils l'ont traité comme ça, tu comprends?
Puis là, après, ce qui se passe, ben, lui, il est plus nécessairement le plus investi à Ouais, non, c'est l'entraînement. clair. Et là, les gens sont fâchés qu'ils ne soient pas investis. Puis là, il y a des guerres qui se déclenchent, les Roumains contre les Français, tu vois, puis des bagarres. Et oh, c'est une folie, tu vois. Franchement, l'organisation dans ce club-là, là, du début jusqu'à la fin, il y a toujours eu des trucs, tu vois. T'étais pas à Sporting Kansas City. Non, je te c'était confirme. complètement différent. La réalité en MLS, une ou deux petites questions avant de terminer. La réalité en MLS est particulière, surtout pour les joueurs qui ont une mentalité européenne ou sud-américaine, dans le sens où je sais que c'est pas à la virgule près exactement les chiffres qui représentent la réalité, mais il y a une divulgation 2 fois par année des salaires. Wilfred Nancy m'avait dit, c'était avant de devenir coach en chef à Montréal, il m'avait dit, tu sais, les salaires, c'est pas un problème quand tu gagnes. Parce que quand tu gagnes, tout le monde va dire, ben je comprends, là, lui, il fait peut-être un petit peu plus, moi, je fais un peu moins, mais on est dans le bateau ensemble, puis on rame. Quand ça va mal, par contre, là, tout d'un coup, les gens posent plus de questions, ça se met à cogner à la porte. Toi, tu le vis comment? Est-ce que tu le sens, que ce soit juste avant que les chiffres soient divulgués ou juste après que le ton ou l'énergie peut changer un peu dans un vestiaire? Ben, quand une fois que c'est dévoilé, c'est sûr que... Moi, je sais même pas si c'est à partir du moment où tu gagnes ou tu perds, c'est à partir du moment où la personne en soi, si par exemple elle a un gros salaire, si elle est performante ou non, tu vois. Je pense que dans Dans tous une les équipe vestiaires- perdante, Encore un gars qui pire. fait un gars qui fait la job puis qui est payé, tu te dis ben écoute, il livre ce qu'on lui donne. Puis t'es prêt à faire la part des choses. Exactement, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment dans tous les vestiaires dans lesquels j'ai été. Même quand c'est pas divulgué, il y a toujours des manières de trouver là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en MLS, c'est encore pire, tu vois, parce que là, c'est vraiment écrit noir sur blanc, Ouais. tu vois. Mais même moi, à Kansas City, tu vois, je peux pas dire des noms comme ça, tu vois, mais il y a beaucoup de tension à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Il y a énormément de tension à ce niveau-là, c'est-à-dire que comment ça se fait? Moi, j'ai joué ça, et lui, il a pas joué ça. Lui, il gagne 300 000 de plus que moi, puis lui, il gagne 1 million de plus. Et là, tu te dis, waouh! C'est comme ça, c'est une triste réalité, mais voilà, c'est comme ça, tu comprends? Est-ce que ça reste ou est-ce que c'est juste la période En où fait- c'est divulgué? Ça reste, ça part, tu comprends? C'est-à-dire que même si, par exemple, ça part, imagine tu joues un match plus tard et qu'il a encore fait de la merde, ben, ça revient. Le 300 000, tu t'en rappelles. Tu là, comprends ce que je veux dire? Donc, toute l'année, tu vois, et après, par exemple, voilà, donc, comme je t'ai dit, ça part et ça revient, puis à un moment donné, bon, tu en discutes plus, tu dis, ah, tu sais quoi, c'est pas important et tout, puis 6 mois après, ben, il y a une autre contre-performance, puis tu dis, oh. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, cette justice, elle est... Les gens se plaignent toujours de celui qui gagne trop. Mais on se plaint jamais de celui qui gagne pas assez. Tu comprends? Donc, si quelqu'un, par exemple, il est super performant et qui gagne, je sais pas, 100 000, 200 000, on va pas dire, mince, lui, franchement, là, je suis pas content, il devrait gagner plus. Tu comprends? Ouais. On va en parler, on va dire, ah, il mérite plus. Ouais. Mais les gens ils préfèrent vraiment parler de celui qui gagne trop et qui devrait gagner moins. Tu vois? Ça, par contre, ça les révolte complètement, tu vois. À quel point le travail du capitaine devient important dans ce temps-là? Un capitaine, lui, son rôle, c'est surtout, tu vois, d'amener certaines cohésions, tu vois, de rassembler les gars, tu vois, de faire en sorte qu'il y ait toujours cet esprit d'équipe qui soit mis en place au sein du groupe. Mais à la fin de la journée, il peut dire ce qu'il veut. Je pense quand même que les gens, ils ont toutes leurs propres réalités. Et voilà, tu vois. Le plus important, voilà, c'est de délivrer sur le terrain, tu vois. Ça, c'est son rôle. Je pense qu'il doit faire ça. C'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde donne son maximum sur le terrain. Mais ensuite, les contrats sont individuels et les gars, s'ils sont frustrés, ben, ils vont aller voir leurs agents puis ils vont aller demander d'aller parler au club et tout. Tu vois. Porte-toi un groupe WhatsApp avec le big boss, le directeur sportif, Ouais. le coach, puis ton agent. En terminant, Zoran, jusqu'ici, t'en as encore beaucoup devant toi. T'as seulement 25 ans. En même temps, à 25 ans, t'en as un peu derrière la cravate aussi. De quoi t'es le plus fier? Le plus fier, hein? Le plus fier, moi, très honnêtement, c'est d'être capable de jouer et que mes parents, mes amis, mes grands-parents surtout aussi, ils soient capables d'allumer leur télé, de me voir et d'être fiers. Moi, ça me rend heureux, tu vois. Juste le fait de... Tu sais, c'est une activité qu'ils font là le week-end. Ah,
OK, vous faites quoi le samedi? Ah, ce soir, on va regarder Zo, il va jouer, là, tu vois. Ça me fait plaisir de voir qu'ils prennent du plaisir à regarder un match dans lequel moi, je peux participer. C'est-à-dire qu'à l'époque, on regarde les matchs du Barça, on est content, tout ça. Mais là, tu vois, mes grands-parents, surtout, ils sont les plus fiers. Mes parents sont super fiers aussi, tu vois, d'allumer la télé, de pouvoir regarder un match. Après tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, je suis le plus heureux, tu vois, de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que tous les sacrifices qui ont été mis en place pour que je puisse aller jouer en Europe dès le plus jeune âge, 14 ans, quitter le domicile familial. Ma maman, elle est triste de devoir partir son fils si jeune. Mes grands-parents qui ont dû se séparer aussi pendant quelques petites années, tu vois. Bien évidemment, toujours on fait en sorte qu'ils puissent se voir quand même beaucoup. Mais ma grand-mère vient vivre avec moi. Mon grand-père reste au Canada. Donc, c'est des allers-retours et des trucs comme ça. C'est des trucs que je leur serai éternellement reconnaissant, tu vois. Et qui aujourd'hui, voilà, ça a payé, ils sont contents. On allume la télé, on voit le petit-fils jouer. On voit le fils jouer. Donc, moi, ça me rend fier, ouais. T'habitais avec ta grand-mère en Europe? Ouais. Donc, si elle décide pas de partir dans ce projet-là avec toi, ça se fait pas? On aurait trouvé une autre façon. Parce que de base, en fait, le but, c'était peut-être soit de m'envoyer dans une famille d'accueil ou un internat ou un truc comme ça. Ben, ma grand-mère aussi qui est... Ton expérience, ça n'a rien à voir entre ta grand-mère ou... Ouais, non, c'est sûr. Ma grand-mère, déjà, quand on lui a dit que j'allais là-bas et que j'allais aller dans une famille, pas question, tu vois. Mes valises sont faites. Exactement, tu vois. Elle était contente. C'est-à-dire que même si je sais que c'était de son plein gré, je sais que c'est quand même un sacrifice d'une certaine façon quand même, tu vois. Je veux dire, on faisait toujours en sorte que, voilà, papy venait toujours un mois après, puis après, mamie repartait, elle avait ses rendez-vous médicaux à faire. Après, ils venaient ensemble pendant 2 mois en Belgique, et après, ils repartent. Après, des fois, même eux, ils repartent, ma maman, elle revenait. Puis des fois, c'était ma tante. Donc, il y avait une sacrée organisation derrière tout ça, là, tu comprends? Mais voilà. Puis ça, c'est sans compter ton père pour qui jouer au ballon, c'était pas son premier projet pour toi dans la vie. Là. Non, tu vois. Lui, donc, ça, c'est aussi comique. Avant de partir en Europe, lui m'a fait écrire une page des raisons pour lesquelles c'était important pour moi. Et... Un contrat? Comme un genre, tu sais, il a dit, bon, là, tu vas partir en Europe, mais il faut que tu te rends compte des enjeux et pourquoi tu as réellement envie de... Il m'a fait écrire ça, là, comme ça, là, tu vois. Là. J'ai pris 30 minutes, j'ai écrit, voilà, j'ai envie de partir, c'est mon rêve. Je sais qu'il y a des sacrifices à faire, je sais que ça va être compliqué avec l'école, avec tout ça, mais franchement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Et après, à un moment donné, quand il a lu, il a dit, OK, c'est bon. Et sa première condition pour lui, c'était de réussir à l'école. Si je réussis bien à l'école là-bas, ben, il n'y a pas de problème. On va faire en sorte que tout se passe bien pour toi au niveau du foot. Mais le plus important, encore une fois, pour lui, c'était l'école. Là. Puis il n'y en a pas eu de problème? Non, franchement, 0 problème. J'ai toujours été bon à l'école là-bas, tu vois. Donc, il était content. Bon, c'est correct. À défaut d'être... C'était quoi? C'était docteur, l'objectif numéro 1 au départ? Docteur ou pharmacien, ouais. C'est quand même assez niché. T'as 2 options, mon grand. Non, moi, je vais aller jouer au ballon en Belgique si ça te dérange pas. Non, c'est ça. C'était ça, tu vois. Ben, encore aujourd'hui, hein, si maintenant je voulais arrêter le foot, que je voudrais consacrer mes études là-dedans, je serais le premier à me suivre. Hein. Mais non, j'ai décidé de suivre ma voie. Pas besoin d'écrire de contrat. Si tu veux devenir pharmacien, vas-y, fais-le. T'as pas besoin de m'envoyer Non, ça c'est bon. Ça, c'est carré. Ouais. Zoran, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Puis on te souhaite une super saison 2025 avec Sporting KC. Merci à toi. Hein. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir d'être ici. Ouais.